Microsoft licencie 4% de sa masse salariale. Ça fait quelque chose comme entre 9 et 12 000 personnes. Ils ont annoncé 9 000, mais il y a aussi des départs volontaires qui ne sont pas comptés dans les 9 000. Donc on est entre 9 et 12 000 personnes. Alors c'est un licenciement qui est absolument massif. C'est un événement majeur pour une raison simple, c'est que Microsoft avait déjà licencié 3 000 personnes il y a moins d'un an, il y a 9 mois environ, et l'année d'avant, ils avaient licencié 3 000 personnes. Alors qu'est-ce qui se passe? 3 000 personnes il y a 2 ans, 3 000 personnes en début d'année, 9 000 personnes maintenant, 9 à 12 000 personnes, ça commence à faire vraiment, vraiment du monde. Alors qu'est-ce qui se passe chez Microsoft? Ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer chez Microsoft? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer chez Microsoft? Alors, je suis allé lire dans la presse, il y a énormément d'articles qui traitent de la course au profit de Microsoft et de sa recherche de minimisation des coûts. Eh bien, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Microsoft n'est pas en train de chercher à réduire ses coûts. Microsoft, aujourd'hui, c'est une des entreprises les plus rentables de la planète. Microsoft a parié en 2017 sur OpenAI. Et ce qu'ils ont fait en pariant sur OpenAI, c'est qu'ils ont apporté de l'argent au capital, ok, mais surtout, ils louent leur cloud à OpenAI. OpenAI, c'est ChatGPT. Une IA générative de ce type, de cette génération, ne peut pas tourner sans cloud. Puisque quand vous lancez une requête sur votre ordinateur, cette requête, elle s'exécute sur une machine distante en fait. Ce que vous voyez comme résultat, ça n'a pas été exécuté sur votre machine. Ça a été exécuté à distance, à plusieurs milliers de kilomètres. C'est le cloud qui permet de faire ça. Eh bien, Microsoft loue son cloud. Microsoft n'a pas apporté comme apport le cloud à OpenAI. Microsoft loue son cloud à OpenAI. Résultat, Microsoft représente 95% de la dette d'OpenAI, largement plus de 5 milliards de dollars. Microsoft est propriétaire de la dette d'OpenAI. Microsoft, c'est l'entreprise qui est hyper rentable. Ils ont lancé Copilot qui est construit sur OpenAI. C'est un service qui se vend par camion. Alors, la qualité... Bon, on va pas en parler de la qualité, hein. Moi je la trouve médiocre, il y a d'autres gens qui la trouvent géniale. J'ai fait quelques essais qui n'étaient pas si mal, mais d'autres qui étaient mauvais. Donc je pense que ça varie beaucoup avec ce qu'on fait, avec le contexte d'utilisation. Mais soyons très clairs, Copilot, c'est une réussite commerciale exceptionnelle. Ils le vendent par camion. Total a annoncé il y a quelques mois avoir pris 10 000 licences de Copilot à 29 balles par mois. 10 000 licences. Donc Copilot, c'est une réussite extraordinaire. Donc Copilot, c'est une réussite. Le pari de ChatGPT avec OpenAI, c'est une grande réussite. Office continue à très bien se vendre avec les versions purement en ligne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, Microsoft rentre des camions de pognon. Mais vraiment, ils sont hyper rentables. Alors, pourquoi licencier autant? Parce que la raison, c'est pas le pognon. La raison, c'est pas le pognon. Microsoft, en fait, est en train de se restructurer. Microsoft, c'est vraiment une entreprise à l'ancienne. C'est une boîte old school qui est structurée avec des chaînes hiérarchiques qui sont longues, avec beaucoup de managers, avec beaucoup de niveaux hiérarchiques. Alors que Google, c'est hyper moderne comme organisation. C'est une structure quasiment plate. Une structure plate, ça veut dire qu'il y a peu de managers et tout est organisé par projet. Et Microsoft s'est rendu compte qu'en fait, en introduisant de l'IA dans leurs services et en se gérant de manière plus moderne, ils étaient plus efficaces. Et donc, aujourd'hui, Microsoft est en train de se réorganiser. Microsoft est en train de s'organiser, de se mettre en ordre de bataille, en fait, pour devenir une entreprise moderne. Et pour devenir une entreprise moderne, ce que Microsoft est en train de faire, c'est faire sauter des échelons hiérarchiques. Donc, quand vous regardez la liste des gens qui ont été licenciés, on a les fonctions, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de managers qui sont sortis de Microsoft. Il y a beaucoup de gens qui étaient à des niveaux intermédiaires, voire à certains niveaux assez élevés. Pourquoi? Parce que Microsoft veut devenir une structure beaucoup plus plate, plus facile à gérer, plus réactive et plus agile. Et l'IA, qui fait partie de l'ADN maintenant de Microsoft, contribue à cette agilité. Ensuite, soyons clairs, hein, Bill Gates, depuis qu'il a créé la boîte, Bill Gates n'a jamais eu le moindre scrupule. Microsoft, c'est la priorité. Les salariés doivent s'adapter ou partir. Et donc, voilà, 9000 licenciements. 9000 licenciements. Bon, il y en a beaucoup aux États-Unis. En France, ce sont des départs volontaires, mais 9000 licenciements, c'est vraiment un truc massif, hein. Donc, soyons très clairs, Microsoft est en train de se moderniser. Leurs équipes sont en train d'en faire les frais, hein, parce qu'il faut savoir que les équipes Microsoft, en fait, la majeure partie des salariés de Microsoft sont des équipes commerciales. C'est-à-dire que la puissance de Microsoft, elle est en partie sur la tech, mais les équipes techniques et technologiques, donc innovation, fonctionnement technologique, ce n'est pas du tout la majeure partie de l'entreprise, hein. La majeure partie de l'entreprise sont les équipes commerciales qui vendent les services
qui ont été développés. Eh bien, dans les équipes commerciales, là, ils sont en train de prendre cher. Hein. Donc, il y a une vraie réduction de la masse salariale. C'est vraiment massif. C'est très impressionnant hein, qu'une entreprise de cette taille-là licencie autant de gens. C'est vraiment très impressionnant. Donc, ça, c'est un événement majeur. Et gardez-le vraiment en tête parce qu'il va y avoir des conséquences. Hein. C'est-à-dire que ce signal que Microsoft est en train d'envoyer, qui est en train de dire, à l'ère de l'IA, on peut s'organiser de manière plus agile avec moins de salariés, avec moins de gens dans les équipes, ça va être entendu. Ça va être entendu par un grand nombre de managers, par un grand nombre de dirigeants. Moi, je pense qu'on n'est qu'au début là. Donc 9000 salariés, c'est vraiment massif. Voilà, je voulais commencer par ça et je répondrai aux questions là-dessus si vous le souhaitez. Mais je voulais commencer par ça parce qu'on est vraiment sur un truc massif. Maintenant, je vais dire bonjour à tous les gens qui nous ont rejoints pendant que j'étais en train de parler de Microsoft. Salut Jakub, salut Afro, salut Lily, salut Macallan, salut Alex. Salut Tonton BG, salut HHDZ, excuse-moi, je le prononce certainement mal. Salut Jura, salut Batuan, salut Titouan, salut Ibrahima, salut K, salut Gabriel, Rionzan, comment vas-tu? Ali Musk, Roméo, Pega, MSM23, CAF, bon, Mokhtar, Berry, Darol, Maeva, excusez-moi, voilà, bon, je dis bonjour à tout le monde, hein, voilà, je vous fais un petit coucou à tous. Donc en tout cas, j'espère que vous êtes en forme, donc voilà ce qui se passe. On a un gros événement sur Microsoft et c'est vraiment important dans l'actualité. Maintenant, ce que l'on peut faire, c'est un truc très simple, comme on a fait la dernière fois. Vous avez vu les vidéos de la semaine, en fait, sur TikTok, et ben, les vidéos de la semaine, c'était des extraits du live de la semaine précédente où en fait j'ai répondu à plein de questions et j'avais pas prévu de faire ça à l'origine. En fait il y a plein de questions qui sont tombées et les questions elles étaient intéressantes, donc j'ai répondu aux questions en fait et on s'est retrouvé avec un live qui était super intéressant. Donc allons-y, si vous avez des questions. Question d'Ibrahima, 9000 licenciements, est-ce que c'est légal? Eh bien aux États-Unis, oui. En fait, les layoffs sont légaux aux États-Unis. Une boîte comme Twitter l'a fait. Hein. Twitter, ils ont licencié, je crois que c'est quelque chose comme 78-79% des équipes. Donc oui, aux États-Unis, c'est légal. En France, ça l'est pas. Donc en France, ça va très certainement être des départs volontaires en fait. Parce que c'est très compliqué de faire un plan de licenciement massif comme ça. La réglementation en France est beaucoup plus protectrice des salariés. Mais aux États-Unis, non. Hein. Moi, j'ai travaillé aux États-Unis. Aux États-Unis, vous pouvez arriver le matin, votre carton est prêt et vous partez dans la journée. Hein. Non, non, aux États-Unis, ça se passe différemment. Donc oui, licenciement de 9000 salariés, c'est tout à fait légal. Microsoft est assez généreux par rapport aux autres boîtes américaines. C'est quand ils vous licencient, vous partez avec 3 à 6 mois de salaire et vous gardez votre assurance maladie pendant quelque chose comme 3 mois, je crois, ou 6 mois, quelque chose comme ça. Ce qui est beaucoup plus généreux que ce qu'a fait Twitter, que ce que font plein de boîtes. Hein. Il y a plein de boîtes, vous partez avec 1 mois de salaire et avec vos affaires, hein, c'est tout. Donc il y a des boîtes où c'est difficile. Hein. Ah, j'ai raté les messages là, excusez-moi. Les USA, c'est vraiment un pays paradoxal. Ben ouais, c'est un pays paradoxal. C'est un pays où on parle énormément. La famille est vraiment au cœur des préoccupations américaines. Et donc oui, c'est un pays paradoxal parce que la famille a beau être au cœur des préoccupations. Quand pour la survie de l'entreprise ou pour la réorganisation de l'entreprise, on peut licencier tout le monde, ils le font. Donc oui, il y a un paradoxe, c'est vrai. Un des trucs qui fait la puissance des États-Unis, c'est son système universitaire. Et là, Trump est en train d'essayer de tuer le système universitaire dont il est issu, hein, parce que Trump a fait Wharton. Donc oui, on est sur un pays de paradoxe. J'ai cru que c'était une IA quand j'ai vu défiler les lives et que je vous ai vu. Bah non, Maëva, c'est moi. J'ai déjà eu le commentaire, en fait, sur une de mes premières vidéos sur TikTok. Dans le montage, quand j'ai fait le montage avec CapCut, j'avais un problème de lumière. Et donc, ce que j'ai fait, c'est je suis allé chercher dans CapCut, il y a un petit service boosté à l'IA qui permet de redresser la lumière. Et en fait, j'ai mal réglé les paramètres et je l'ai mis beaucoup trop fort. Et on aurait vraiment dit un filtre, on aurait vraiment dit une IA qui parlait. Hein. On a vu que la famille était importante là-bas avec Fast and Furious. Ouais, c'est vrai, tout à fait exact. Hein. Dans Fast and Furious, il parle tout le temps, le personnage de Vin Diesel parle tout le temps de la famille. On voit, il y a souvent des moments où ils sont en train de faire un barbecue, où ils passent du temps ensemble. La famille est vraiment très importante aux États-Unis. C'est vraiment... les Américains disent très souvent « je protège d'abord ma famille, puis mes voisins,
puis mon pays. Ça, c'est un truc qui revient très fort dans ce qu'on appelle les États carrés. Les États carrés, c'est tous les États du centre des États-Unis, le Midwest en fait. Donc les États carrés au centre sont les États avec une population assez faible, des très grands espaces de production agricole, donc c'est essentiellement agricole, et la famille est vraiment au centre de tout, puisqu'en fait, l'État lui-même, il est loin, hein. Il est vraiment loin, l'État fédéral est très éloigné, et donc le représentant de l'État qu'on a très souvent en local, c'est le juge et c'est le policier. Et donc le shérif local qui a été élu, le maire et la famille. La famille est très importante aux États-Unis. Et les Américains sont dans la démesure, commentaire de Dylan, ouais, c'est tout à fait exact, hein, ouais, on est vraiment dans l'excès. Là, honnêtement, le licenciement de Microsoft, j'y ai pas cru au début. J'ai vu passer une news AFP, je suis abonné au fil AFP par Le Monde, j'ai vu passer la news AFP, j'ai cru que j'avais mal lu, parce qu'en fait, il y a eu, comme je vous l'ai dit, il y a 3 mois, il y a 6 mois, pardon, il y a eu un licenciement de 3000 personnes déjà, et qui étaient essentiellement des équipes commerciales et projets. Et donc, j'y ai pas cru en fait. Et quand je suis allé lire la dépêche, elle était très factuelle, très précise. Et je suis allé lire les autres articles, oui, c'est vraiment massif. Euh, Proxénet, est-ce que c'est un bon business? Non, je pense pas que ce soit un bon business. Non, je crois pas. Est-ce qu'il y a des licenciements du côté de Xbox vu que c'est un domaine de chez Microsoft? Alors, Microsoft, j'ai pas l'impression qu'il y a eu du licenciement dans les équipes Xbox, mais dans les faits, ça a été le cas parce qu'en fait, Microsoft est en train de fermer un très grand nombre de ses studios. Il y a eu des licenciements chez Bethesda et Microsoft a acheté des studios et ils sont en train de licencier dans les studios. Et dans les studios, il y a des représentants Xbox. En fait, il y a les interfaces Xbox pour le système. En fait, ce que je pense, c'est que Microsoft est en train de rationaliser son portefeuille produit, tout à l'aune de l'IA. Peut-être que je pourrais vous raconter comment ça s'est passé, l'arrivée de l'IA chez Microsoft. Si ça intéresse certains d'entre vous, vous me dites si ça vous intéresse. C'est une histoire qui est intéressante. Et puis si vous avez d'autres questions, je réponds, hein, à toutes les questions, hein. Mais l'arrivée de l'IA chez Microsoft, c'est une... Ah, hop là, je redis des petits saluts là. Tonton K, salut. Salut Jordan, salut Maka, Night. Oh, j'en ai raté plein. J'espère que tout le monde va bien. Hop là. Excusez-moi, j'ai pas encore une grande dextérité sur les lives TikTok. Moi, je suis plutôt habitué aux lives Twitch et aux lives YouTube, hein. Mais là, on est bien sur TikTok. Moi, j'adore l'interface, hein, je la trouve très agréable. Lily, comment faites-vous pour être aussi informé? Alors, c'est une excellente question. Comment est-ce que je fais pour savoir autant de trucs sur l'actualité pour être aussi informé? Ben, voilà moi, je suis un expert en stratégie digitale. Je fais ça depuis très longtemps. Je fais ça depuis plus de 20 ans. J'ai appris à coder quand j'étais gosse. Enfin voilà, je fais ça depuis très longtemps. Ce que je fais chaque jour, c'est je prends au moins 2 heures dans la journée pour lire l'actualité et aller voir sur les sites d'entreprise. Et quand il y a une annonce, je vais voir les dépêches. Je prends au moins 2 heures par jour. Alors, voilà, tout le monde n'a pas ce loisir-là. Alors, moi, je suis entrepreneur. Donc, j'ai monté mon entreprise. Donc, je ne dis pas que je suis CEO, que je suis dirigeant. Hein, j'ai une entreprise. J'en suis le seul membre. Mon métier, c'est les conférences. Les formations, donc je forme des équipes et je mettrai des formations en ligne d'ici peu et j'accompagne des dirigeants. Quand les dirigeants ils ont un problème de stratégie, bah, je passe une journée avec eux, on règle leurs problèmes, voilà, je fais du coaching. Voilà. Donc c'est ça mon métier. Et ce métier-là, il me laisse aussi du temps, mais d'un autre côté, il nécessite que je sois au courant d'un peu tout ce qui se passe. Parce qu'on me pose beaucoup de questions. Quand j'ai un dirigeant qui me demande une session de coaching sur son secteur, il vaut mieux que je connaisse un petit peu son secteur. Donc, pour être affûté, pour donner des conférences intéressantes avec des exemples d'entreprises, parce que je donne beaucoup d'exemples d'entreprises, donc pour donner des conférences, pour donner des formations, ben je passe au moins tous les jours 2 heures à lire l'actualité des entreprises. Voilà, je fais ça tous les jours. Alors j'ai de la chance. Moi je suis insomniaque, donc je dors pas beaucoup. Je me réveille très tôt le matin, entre 5h30 et 6h. Donc j'ai le temps de lire tranquillement le matin pendant 2 heures avant que la journée commence. Donc voilà ce que je fais. Je lis tous les jours, beaucoup. Et j'en ai conscience, hein, tout le monde ne peut pas faire ça. Et c'est aussi pour ça que je fais des lives, parce que moi ce que je lis, autant que ça vous bénéficie. Voilà, j'espère que je t'ai répondu, Lily. Pour les sites, eh ben, il y a Le Monde. Dans Le Monde, il y a une rubrique digitale qui s'appelle Pixel, qui est très intéressante. Il y a aussi certains profils à suivre très précis sur
sur Twitter par exemple, ou sur LinkedIn, ou certains sur TikTok aussi, un peu moins sur TikTok, mais certains sur TikTok. Il faut lire les dépêches AFP. Il y a les échos aussi que je lis tous les jours. J'ai aussi des alertes Google sur des grandes entreprises et sur des événements. Par exemple, j'ai une alerte Google sur les séries A. Donc toutes les semaines, le samedi matin, je reçois un mail Google avec toutes les séries A. Une série A, c'est une levée de fonds d'une startup. Je reçois toutes les levées de fonds de CIA, toutes les levées de fonds de start-up, de série A, dans certains domaines spécifiques. Voilà, bah, c'est comme ça que je fais en fait. Alors, il n'y a rien de centralisé, donc c'est un peu artisanal, mais alors moi j'aime bien travailler de cette manière-là aussi. Hein. Si tu devais citer un homme d'affaires qui te fascine le plus, ce serait lequel? Un homme d'affaires qui me fascine. Un homme d'affaires qui me fascine. Alors, ça dépend de ce qu'on entend par fasciner. Il y a des gens dont il faut admirer la réussite. Un mec comme Bill Gates, par exemple, la réussite est extraordinaire. Alors moi, je ne suis pas un grand fan du bonhomme Bill Gates. Hein. Mais la réussite de Bill Gates est extraordinaire. Je veux dire, intellectuellement, ce mec-là, il est tellement un ton au-dessus. Il y a d'autres gars, il y a Xavier Niel, par exemple. Donc moi, j'apprécie pas éthiquement comment il a commencé. Parce que Niel, il a commencé par le porno sur... le porno et les sites d'escorte sur le Minitel, avec, il n'y avait pas de protection, il n'y avait pas de sécurisation à l'époque, c'était le Far West. Donc ça, mais par contre, ce mec-là, il a une vista, c'est lui qui a commencé à bricoler les premières box, et ça, vraiment, intellectuellement, construire cette idée de box pour accéder à Internet, c'était vraiment hyper brillant. Ça, c'est super intéressant. Qui d'autre qui est intéressant? Il y a certains trucs qui sont intéressants chez Zuckerberg, au tout début, en fait. Alors, pour l'histoire, Zuckerberg, c'était un masculiniste, hein, dès le début, en fait. Un mépris pour la femme dès le début, vachement misogyne. Mais intellectuellement, il a une compréhension hyper fine de ce que c'est que la notion de communauté. Il a vraiment compris ça. Et honnêtement, quand il a créé Facebook, donc Facebook, ça a été créé en 2003, mis en ligne en février 2004. Hein, donc c'est courant 2003 qu'il l'a conçu. Il avait déjà compris ce que c'était que la notion de communauté. Et dans Facebook, il y a une fonction qui était extrêmement brillante, qui a été lancée dès le début, qui montre à quel point Zuckerberg est un mec intelligent. Il n'y a aucune éthique, hein, ce mec-là. Ce mec-là, c'est un mec, enfin, sur ses décisions, c'est des... bon, il n'y a rien du tout. Par contre, au niveau intellectuel, il avait deviné un truc, la notion de communauté des utilisateurs de Facebook, il avait rajouté une fonction qui était le statut avec est-ce qu'on est en couple ou pas. Parce qu'il avait compris que le moteur des gens pour aller sur un réseau tel qu'il était en train de le créer, c'était de draguer et de découvrir si les personnes qui nous intéressaient, elles avaient quelqu'un ou pas. Il l'avait compris ça. Et ça, c'était quelque chose qui était hyper subtil à comprendre à l'époque. Ensuite, d'autres hommes d'affaires, j'ai pas de... Enfin, les très grands dirigeants, beaucoup ont eu de la chance dans le lancement de leur business. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les mecs qui montent des startups, qui commencent avec une petite boîte, ils sont 3 ou 4 et ils arrivent à en faire une boîte qui a 25, 30 salariés, 40 salariés. Un mec comme Guillaume Moubèche, par exemple. Bon, Guillaume Moubèche, il a fait des trucs pas hyper éthiques, hein, comme l'Empod par exemple. Enfin, il a fait des trucs hyper borderline, il y a des trucs où il a déconné. Mais Guillaume Moubèche, le mec, il a commencé en touchant le RSA, en développant un logiciel qui lui a coûté 3 ou 4 000 balles et en faisant le service client lui-même, tout seul, tout le temps. Enfin, ce mec-là, c'est quand même un exemple de réussite pour une boîte qui vaut aujourd'hui quelque chose comme 150 ou 200 millions. Hein. Donc, il y a quand même... Enfin, il y a un vrai talent derrière. Alors, Xbox ne doit pas se concentrer comme les autres jeux vidéo et plus les consoles. On ne sait pas bien ce qui va se passer chez Xbox. Il y a le service en ligne de jeu. Putain, comment ça s'appelle ça déjà? Zut, vous pouvez me rappeler le nom, là, le service de Xbox où on paie un abonnement mensuel. C'est pas Xbox Live, putain, je me souviens plus comment ça s'appelle. Enfin bon, ce service-là, ça va coûter du pognon, hein, surtout qu'il y a World of Warcraft dessus. Donc ça va coûter du pognon à Microsoft. Hein, je sais pas comment ils vont s'en sortir. L'arrivée de l'IA chez Microsoft. Alors, l'arrivée de l'IA chez Microsoft, c'est un truc qui est super intéressant. Pour comprendre l'arrivée de l'IA chez Microsoft, il faut comprendre ce qui s'est passé chez OpenAI. Donc en fait, à l'origine de tout ça, il y a un article qui a été publié en 2017 par un groupe de chercheurs de Google.
c'est le fruit d'une recherche qui datait de 2013, 2014, 2015. Et il y a une équipe de Google qui a mis au point un nouveau type de logiciel qui s'appelle les transformers. Un transformer, en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA générative, ChatGPT, ce qu'on appelle les LLM aujourd'hui. C'est une famille de logiciels qu'on appelle les transformers. Un transformer, c'est un logiciel tout con. Enfin, tout con. C'est très compliqué à concevoir, mais en pratique, ça s'explique simplement. C'est vous commencez un texte, il est capable statistiquement de vous dire la suite. Voilà. Le chat chasse la souris. Voilà. C'est ça un transformer. Et l'article est publié en 2017 et Sam Altman, à l'époque, qui co-dirige Y Combinator. Y Combinator, c'était le plus gros incubateur de start-up du monde, situé à Los Angeles. Lui, il dirige ça et il voit passer ça. Il a une culture scientifique et il a des scientifiques qui travaillent avec lui. Il voit passer ça et il voit une opportunité. Et il développe. Il travaillait à l'époque avec le gars qui dirige aujourd'hui Anthropic, Claude, qui édite Claude. Et il voit ça. Et avec une équipe, il commence à monter un logiciel de ce type. Sauf qu'il y a un problème. C'est qu'un logiciel d'IA générative, donc un LLM, Large Language Model, un LLM, ne peut pas fonctionner sans le cloud. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, un LLM, ça fonctionne de manière distante. C'est-à-dire que la requête que vous lancez sur votre ordinateur, elle s'exécute sur un autre ordinateur et vous voyez le résultat. C'est comme un terminal, en fait. Ça ne marche pas sur votre bécane. Ça marche loin. Mais pour que ça marche loin, il faut que votre requête elle aille sur leurs serveurs locaux, elle soit exécutée et que vous receviez le résultat. Donc, pour la circulation, il faut un cloud. Et il faut un cloud performant. Alors, Sam Altman va voir à l'époque le meilleur cloud qui existe, et c'est le cloud de Google. Donc, ils vont voir Google pour le cloud, et Google lui rit au nez parce que les transformers, donc les futurs LLM, c'est une invention de Google. Alors, Google ne va pas aider une entreprise qui va arriver et développer un produit concurrent alors que Google travaille dessus. Google refuse. Ensuite, Altman va voir la deuxième entreprise qui a le meilleur cloud au monde, c'est Amazon. Amazon avec Amazon Web Services. Et Amazon travaille déjà sur un ensemble de services de ce type-là. Donc Amazon, ça ne les intéresse pas, ils refusent. Et le nain à cette époque-là en termes de cloud, c'est Microsoft. Et Altman a une conversation avec Bill Gates. Je ne sais pas comment ils se sont rencontrés. Bill Gates a mis du pognon au début dans la boîte, comme Elon Musk, comme plein d'autres investisseurs. Je ne sais pas exactement comment ils se sont rencontrés, mais Altman a une conversation avec le patron de Microsoft, qui était parti déjà, avec Bill Gates. Et Bill Gates est séduit et il voit quelque chose dans l'offre de Altman que les autres n'ont pas vu. Et Microsoft, donc Bill Gates demande au patron actuel de Microsoft de mettre 1 milliard. Microsoft met 1 milliard à la fondation d'OpenAI. Microsoft met 1 milliard et ce milliard, il n'a pas été mis par la direction de Microsoft. C'est directement Bill Gates qui a identifié quelque chose dans ce que disait Sam Altman. Alors je ne sais pas, peut-être que Altman, il a un comportement de camelot, il arrive à vendre les trucs, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il y a une relation de séduction qui s'opère à ce moment-là. Bill Gates est séduit et Bill Gates voit un truc que personne d'autre a vu. Tout à l'heure, je vous disais que Gates, c'est un mec exceptionnel, c'est un mec exceptionnel. Gates voit un truc que personne d'autre ne voit. Microsoft met 1 milliard dans OpenAI et prend une partie de l'entreprise. Et OpenAI construit une relation commerciale avec Microsoft qui est la relation très simple, qui est Microsoft loue son cloud à OpenAI. C'est-à-dire que dans le deal, Microsoft ne met pas à disposition son cloud. Et ça, c'est la meilleure opération de l'histoire. Microsoft loue son cloud à OpenAI. Et OpenAI commence à s'endetter parce que les coûts de calcul sont très importants et les coûts de circulation de l'information sont très importants. Et Microsoft a remis 19 milliards dans OpenAI en 2020, il me semble, ou 2019, fin 2019 ou début 2020. Microsoft a remis 19 milliards. Aujourd'hui, Microsoft est propriétaire de la dette d'OpenAI. Mais il se passe quelque chose de plus important que ça. C'est que dans le deal, le travail d'OpenAI sur l'IA et les LLM, ça a irrigué le travail de Microsoft. N'oubliez pas un truc, Microsoft sur l'IA, ce n'est pas des nabos. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une quinzaine d'années, Microsoft avait lancé des services d'IA. Alors, ce n'était pas des IA aussi sophistiqués que ça, c'était ce qu'on appelle des... je me souviens plus comment ça s'appelle. Ce sont les IA qui sont construites sur des arborescences. C'est issu des modèles experts. Je me souviens plus du nom de ce type d'IA. Et donc, Microsoft a fait des essais depuis très longtemps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a longtemps,
quand on utilisait Excel, il y avait le petit clip qui apparaissait. Hein. Et ben ça, c'était de l'IA hyper rudimentaire. Donc Microsoft a déjà fait du travail sur l'IA. Microsoft a déjà commencé là-dessus. Ce qui manquait, c'était une brique technologique et une brique de compétences. Et OpenAI leur a fourni cette brique. Et avec cette brique, Microsoft a commencé à foutre de l'IA partout. Et ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que Microsoft a opéré en termes d'usage la première constitution d'une offre packagée avec l'IA, boosté à l'IA, qui est Copilot. Et c'est Google qui a inventé la technologie, mais c'est Microsoft qui a lancé le service en premier. C'est-à-dire que Microsoft maintenant, avec Google, avec Workspace, a une offre qui tient la route, hein, c'est une bonne offre. Et Gemini, c'est un très bon service. Honnêtement, je me foutais de la gueule de Google il y a encore quelques mois, mais là, les avancées de Gemini sont considérables. C'est vraiment un bon service maintenant. Mais c'est pas encore packagé comme est arrivé à le packager Microsoft. C'est-à-dire que Microsoft, aujourd'hui, ils vendent Copilot, mais par camion. Ça marche hyper bien. Ouais, vraiment, c'est hyper efficace. Et donc, c'est ça. C'est comme ça que l'IA est rentrée chez Microsoft. Aujourd'hui, l'IA irrigue tous les services de Microsoft. Et c'est en partie pourquoi il y a des gens qui se font licencier aujourd'hui. Hein. Et à l'origine de ça, il y a Bill Gates qui a vu quelque chose que personne d'autre a vu. Voilà. Ou alors que d'autres ont vu, mais ils n'avaient pas les moyens. Bill Gates, il avait l'opportunité, il avait les moyens. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une machine de guerre. Et Microsoft, c'est pas fini. Hein. Microsoft, rappelez-vous, hein, il y a 10 ans, on disait que c'était une boîte qui était moribonde, qui était uniquement alimentée par Office, et ça se passait pas bien. Depuis, ils ont sorti Teams, qui est une machine de guerre, hein, qui est en train de tuer Zoom. Ils sortent Copilot, qui est boosté à l'IA. Ils foutent de l'IA absolument partout. Microsoft, c'est l'entreprise qui est en train de revivre. Hein. J'espère avoir répondu à ta question. J'ai vu passer un truc sur qu'est-ce que tu penses de Bolloré. Eh ben, Bolloré, je déteste Bolloré. Il a en grande partie saigné les grands ports d'Afrique et il continue à le faire. J'ai aucune affection pour ce gars. Même si en termes de talent, il a commencé par les matières plastiques, les films plastiques, et c'est assez brillant hein, comment il a fait construire, comment il a construit sa boîte dès le début. Mais c'est un mec qui a absolument aucune éthique. Il a saigné tous les territoires en Afrique où il a pris des participations, surtout dans les ports. Et il a contribué aucunement au développement économique des endroits où il était. Enfin, c'est un mec qui prend énormément et il a très peu donné. Et puis bon, ensuite, c'est l'un des grands acteurs de la mouvance d'extrême droite en France. Et j'ai aucune sympathie pour ce courant-là. Alors, je continue à descendre les questions. Dylan, est-ce que Microsoft licencie pour prendre d'autres personnes? Non, ils essorent. Ils font ce qu'on appelle essorer. Ils essorent l'entreprise. Si tu devais citer un homme d'affaires, j'ai répondu. Rencontre-nous, arriver Microsoft, ça j'ai répondu. Si je devais citer un homme d'affaires, ok. Si tu devais citer un homme d'affaires, j'ai répondu ça. Steve Jobs. On parle un peu de Steve Jobs. Alors Steve Jobs. Steve Jobs. Déjà, il faut voir qui est ce mec-là. Steve Jobs, c'est pas un génie au sens Steve Jobs, il a commencé au lycée en démontant des radios et son premier amour, c'est l'électronique. C'est pas l'informatique. Hein. Steve Jobs n'a jamais su coder. On disait qu'il savait lire le code, mais il ne savait pas coder. Il n'a pas commencé par le code, parce qu'en fait, c'est pour ça. Il a commencé par l'électronique. Il n'a pas commencé par l'informatique, il a commencé par l'électronique. Il a commencé par construire des machines. Et en fait, il a commencé à faire mumuse avec des radios qu'il démontait. Et il faisait des générateurs à impulsion. Il faisait des appareils. Il codait pas. Il codait pas les composants. Il faisait mumuse avec de l'électronique en fait. Donc il soudait des composants, il les brûlait. Enfin, il y a pas mal d'interviews où il raconte comment il a composé et comment il a commencé. Il a cramé un paquet de trucs. Hein. Alors il y a une légende qui dit qu'il a contacté le patron d'ATT, qui était une des plus grosses boîtes américaines à l'époque, et pour lui demander des composants et que le mec a répondu lui-même au téléphone. Bon, moi j'y crois pas une seconde à cette histoire. Allez voir, on en parle beaucoup, c'est vraiment une grosse rumeur sur le web, sur le fait qu'il l'a contacté quand il avait 10 ou 12 ans, moi j'y crois pas trop. Jobs, c'est un mec de très grand talent et il a eu une chance unique dans sa vie. Et sa chance unique, elle a un nom, c'est Wozniak. Jobs a commencé à s'intéresser à l'électronique quand il avait 8, 10, 12 ans. Comme je vous l'ai dit, il démontait des radios, il y avait un fer à souder chez lui, il remontait les composants, il regardait ce que ça donnait, il regardait la circulation de l'électricité, il regardait les impulsions. Il y a pas mal d'interviews où il en parle. Mais quand il est arrivé au lycée, je crois qu'il a rencontré Wozniak à 12 ans. Et Wozniak, lui, c'est vraiment un génie. Ce mec-là, il avait 40 ans d'avance en électronique. Et il se trouve que Wozniak, il n'avait pas d'amis au lycée. Et Jobs,
pas trop de copains non plus. Et ces deux-là, ils se sont rencontrés et ils ont sympathisé sur l'électronique, en fait. C'est l'électronique qui est devenu leur point commun, le sujet sur lequel ils pouvaient parler, le temps qu'ils pouvaient passer ensemble. C'est l'électronique. Et donc, comme l'électronique a été un sujet qui les intéressait tous les deux, eh ben, ils ont commencé à en parler, ils ont commencé à partager, et puis dans le labo d'électronique du lycée, ils ont commencé à fabriquer des trucs. Et au fur et à mesure, cet amour a commencé à fabriquer des machines. Et enfin, au fur et à mesure où ils ont commencé à fabriquer des machines, eh ben, ils ont commencé à fabriquer des trucs un petit peu différents. Et comme Wozniak, c'était vraiment un génie, et que Wozniak, lui, savait coder, comme c'était vraiment un génie, ils ont commencé à fabriquer des trucs qui correspondaient à leur passion, mais qu'on ne trouvait pas dans le commerce, en fait. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à concevoir les premières machines. Ça, c'est l'origine hardware de Apple. Ensuite, bon, il a monté Apple, il s'est fait virer, il a monté Next. Next était hyper bon sur la tech, mais très mauvais sur les usages. Next a fait faillite. Jobs a été rappelé par Apple. Il est retourné chez Apple avec toutes les technologies qui avaient été développées chez Next. Et là, il a fait différemment. Jobs, sa puissance intellectuelle n'était pas au service de la technologie elle-même. Pendant toute sa première partie de carrière, c'est ce qui s'est passé. Il réfléchissait technologie, il pensait technologie. Mais dans les faits, la puissance de Jobs n'était pas là-dessus. Ce que Jobs avait comme talent, c'était les usages. Il arrivait hyper bien à comprendre comment les gens allaient utiliser les produits et services. Hyper bien. Et je vais prendre un exemple. La première tablette, ce n'est pas Apple qui l'a inventée. La première tablette, c'est une petite entreprise, mais la première tablette commercialisée, qui n'était pas de grande qualité, mais commercialisée, c'est une invention française, d'une entreprise française qui s'appelle Arcos. C'est eux qui ont inventé la première tablette. Jobs avait déjà l'idée de la tablette, ça c'est ce que dit la rumeur. On est beaucoup à penser qu'en fait, il a été surpris de voir Arcos et il s'est dit que ça c'était super. Sauf qu'il y avait un problème à l'époque. C'est que les écrans à l'époque, c'était des écrans qu'on appelait les écrans 2 points. Vous vous souvenez quand on allait à la SNCF avant pour prendre un billet, sur les écrans, quand on mettait notre doigt, la flèche pour prendre un billet, elle ne se mettait pas exactement au niveau de notre doigt. Bah ça, c'est le problème des écrans 2 points. C'est ce qu'on appelle les écrans multicouches. 2 points, c'est pas assez, en fait, pour être précis. Et Jobs s'est dit, on va attendre d'avoir de très bons écrans pour lancer les tablettes. Et c'est là que le partenariat avec Samsung s'est tissé, parce que Samsung travaillait sur de très bons écrans. Et quand Samsung est arrivé avec les premiers écrans 3 points, ce qu'on appelle aujourd'hui les écrans multicouches, en fait, il y a plusieurs couches qui détectent la pression et qui font qu'il y a une localisation très très précise du lieu où vous posez le doigt. Et ben quand Samsung a inventé ces écrans, il y a un partenariat qui s'est tissé avec Apple, et Apple a senti que c'était le moment de lancer les tablettes. Et ben ça, c'est Jobs. Ce feeling-là, ce truc où il y a une petite partie d'irrationnel, une petite partie d'émotionnel, une partie de compréhension de ce que les gens vont faire, une anticipation sur « ouais, moi je crois que je sais comment les gens se comportent et les autres l'ont pas vraiment compris », et bien ce truc-là, c'était la marque de Jobs. Alors il paraît que c'était un enfer de travailler avec lui, il paraît qu'il était hyper difficile, il paraît qu'il était insultant, c'est vrai, et là, il y a beaucoup de témoignages là-dessus, dans sa bio, ça apparaît et tout, mais ce mec-là, il avait une vista en fait que la plupart des gens n'avaient pas. Et puis il a eu la chance de rencontrer Wozniak. Hein. Est-ce qu'il aurait réussi sans rencontrer Wozniak? Je ne sais pas. Le Game Pass, mais oui, merci Bama. Putain, je cherchais là l'appellation du service de Microsoft en ligne. Oui, le Game Pass, bien sûr. Bruno Cortez, salut, j'aime bien ce que tu fais. Merci Bruno, c'est gentil. Vas-y Bruno, pose ta question. Est-ce que je suis abonné à Mazdak? Non, je ne suis pas abonné à Mazdak. Je connais la chaîne, mais je ne suis pas abonné à Mazdak, non. Alors, ah oui, TikTok m'envoie un petit message. Encourage tes spectateurs à partager. Eh bien, je vous encourage à partager. Y a-t-il une réforme concernant le RGPD pour prendre en compte l'IA? Oui, il y a 2 lois. Il y a l'IA Act et le deuxième, c'est Consumer Act, Acteur Act, je me souviens plus du deuxième. Il y a l'IA Act, effectivement, qui régule l'utilisation des données personnelles dans l'entraînement des IA. Et d'ailleurs, Twitter est en conflit avec la communauté européenne parce qu'il est en défaut sur l'IA Act, tout comme Microsoft, tout comme Facebook, principalement Facebook. Hein. Donc oui, il y a. Salut Mel, bonjour. Salut Bragui, bonjour aussi. Salut 318 photographies, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Merci beaucoup. C'est sympa ces encouragements. Alors question de Chloé, lorsqu'on a un SaaS, les entreprises, quelle est l'approche de lancement sans grands moyens? Ah, question entrepreneuriale. Alors si vous avez un SaaS et que vous voulez le lancer et que vous n'avez pas d'argent, alors il y a plusieurs choses à faire. Lorsqu'on lance un service en ligne, la clé du business, c'est la communauté.
C'est-à-dire que si vous avez, quand vous avez de l'argent, vous pouvez faire de la publicité et aller toucher plein de gens que vous ne connaissez pas. Et vous pouvez faire des spots sponsorisés. Et quand vous avez vraiment du pognon, vous faites de la pub à la radio ou à la télévision. Donc, ce n'est pas un problème, en fait, quand vous avez de l'argent. Le vrai enjeu, c'est quand vous lancez un SaaS et que vous n'avez pas d'argent. Parce que quand vous lancez un SaaS et que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'autre possibilité que de trouver des gens qui vont relayer votre offre. C'est la seule possibilité. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est, quelle est votre niche? C'est quoi votre niche? Il s'adresse à qui, votre SaaS? Quelle est votre niche? Ça, c'est le premier point. La niche, c'est le groupe d'individus qui ont un comportement homogène. Une niche est homogène. C'est le groupe d'individus qui ont un comportement homogène et qui vont apprécier votre offre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'acheter, mais ils vont l'apprécier. Donc vous allez essayer de convaincre les gens dans cette niche d'acheter votre offre. Donc le premier truc, c'est la niche. 2, le problème des gens dans la niche. Votre SaaS, pour qu'il marche, il doit résoudre un problème. Et pour résoudre un problème, il faut comprendre les gens dans la niche. Donc, 1, la niche. 2, le problème. Et pour résoudre ce bloc niche-problème, il faut faire ce qu'on appelle les personas. Les personas, c'est une analyse du comportement de l'audience, une analyse du comportement des futurs consommateurs. Donc, alors, j'ai écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle Déplatformiser. Il s'appelle Déplatformiser, c'est un livre, c'est une méthode de marketing pas à pas. Vous le trouvez sur Amazon. J'ai mis la version e-book la moins chère possible. Donc, allez jeter un œil. J'ai 2 chapitres sur les personas et j'explique exactement comment il faut faire et j'explique comment produire des contenus. Parce que le troisième problème, c'est qu'en commercialisant votre offre, il faut que votre offre, elle résolve le problème de l'audience et donc il faut constituer une audience. Quand on n'a pas de pognon, la ressource, c'est l'audience. Donc il faut créer une audience. Et pour créer une audience, il n'y a pas 250 possibilités, il faut publier et il faut encourager les gens à être avec vous, à passer du temps avec vous, à réagir à ce que vous publiez. C'est ça, vous n'avez pas d'autres possibilités. Donc, alors on fera une émission complète là-dessus si tu veux. Et j'espère que j'ai répondu à ta question. Mais globalement, vous n'avez pas d'autres possibilités. Ah, j'ai reçu des fleurs. Ah, merci Bruno, merci Zida. Alors, juste un truc. Sur les lives, ce live-là, ce n'est pas un live pour rentrer du pognon. Donc, m'envoyez pas de pognon, je réclame rien du tout. Alors, je reçois des fleurs, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Mais m'envoyez rien, gardez votre pognon. C'est un live où on discute, on passe un bon moment ensemble, je réponds aux questions, voilà. Ok. Et puis, évidemment, si vous voulez me suivre, allez-y, comme ça, on a encore plus. Mais voilà, ça c'est une de mes passions, ok. Donc, on parle de sujets intéressants. On fera une émission complète, Chloé, sur ce sujet si ça intéresse d'autres personnes. C'est Lionel de la Côte d'Ivoire, informaticien. J'ai vraiment bien votre... Ah, merci beaucoup Lionel, merci beaucoup. Vidéo live, merci. Et les licenciés, comment feront-ils s'ils n'ont pas de nouvelles compétences? Question de Lily. Non, en fait, Microsoft n'a jamais eu de problème là-dessus. Microsoft, c'est une entreprise qui est hyper attractive, les salaires sont très élevés, les conditions salariales sont très élevées, ils n'ont aucun problème pour recruter, aucun problème. Donc non, ils n'auront pas de souci pour faire rentrer les compétences. Et ils ont une université interne qui est très solide. Salut Maury, merci JP, t'es bon. Ah, c'est sympa Maury, merci beaucoup. Ouais, ça me fait plaisir. Chloé, que penses-tu du projet de dématérialisation facture électronique en France? Alors, la dématérialisation, c'est très important. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a plein de métiers où c'est la matérialisation qui ralentit les processus. Par exemple, dans la justice, par exemple avec les impôts, par exemple dans beaucoup de services publics, dans le travail avec les mairies. Voilà, ça c'est un premier truc. Ensuite, la dématérialisation, elle a de gros effets pour les entreprises. Elle permet de travailler plus vite. Je vais prendre un exemple. Moi, je vends des formations en ligne. Alors, il n'y en a pas encore, mais c'est un de mes métiers. Et je vends du coaching en ligne. Mon coaching, les gens réservent des slots de coaching en ligne sur mon site web. Et quand ils réservent, ils reçoivent le lien pour la carte bleue, ils payent, ils reçoivent leur facture, le slot est réservé et ensuite on passe 1 heure ensemble. Cette dématérialisation, elle permet aux gens de payer de manière sécurisée. Moi, je ne vois rien passer, je ne vois jamais passer leur carte bleue. C'est hyper sécurisé. Ils reçoivent leur facture. Donc, pour ceux qui veulent défiscaliser ou ils peuvent défiscaliser ou déclarer au fisc. Et puis ensuite, on a la cession et c'est bloqué. La dématérialisation, c'est très utile. Ensuite, la dématérialisation, elle permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire. Je vais prendre un exemple. Dans la justice, l'une des raisons de retard dans la justice, par exemple pour un divorce, il faut 2 ans pour divorcer.
l'une des raisons, en fait, ce sont les formalités administratives. La dématérialisation, elle permet d'automatiser les tâches. Parce que ce qui est dématérialisé, on peut l'automatiser. Et quand on peut l'automatiser, eh ben, c'est plus facile pour tout le monde. Donc ça a un effet qui est important. Mais ça a un effet pervers aussi. L'effet pervers, c'est que quand on automatise tout, on n'a plus de relation avec les gens. On n'a plus de contact avec les gens. Quand il y a des erreurs, on ne sait plus à qui expliquer qu'il y a une erreur. Et ça peut arriver avec l'URSSAF, par exemple, hein, où tout est automatisé. Donc, oui, mais il y a aussi des gens qui ont peu accès à Internet. Il y a des régions où on a peu accès à Internet, il y a des régions où le débit est compliqué, il y a des gens qui ont des problèmes très clairs, il y a des gens qui sont 10, par exemple, donc dyslexiques, par exemple, hein. Pour eux, c'est compliqué d'utiliser Internet hein, quand on a certaines dyslexies ou certains 10. Hein. Il y a des gens qui ne savent pas lire, c'est vrai. Il y a des gens qui sont dans des situations où l'automatisation, c'est un problème supplémentaire pour eux. J'ai lu une étude il n'y a pas très très longtemps sur l'automatisation à la CAF. Donc l'automatisation à la CAF, elle sert plein de gens, CAF, Caisse d'allocation familiale, mais il y a plein de gens aussi qui sont dans des situations où ils ne parlent pas la langue natale ou pas très bien, ils ne savent pas lire, pas écrire, ils ont besoin de gens en fait en face d'eux. Et pour eux, l'automatisation de toutes les tâches, c'est un problème. Donc oui, c'est une solution de modernisation de la vie publique, l'automatisation et donc la dématérialisation, mais ce qui doit rester en tête de tous, c'est le service public, par exemple. Et le service public, pour qu'il continue à fonctionner, il faut qu'il y ait encore un service avec du public. Donc il faut parler avec les gens. Merci pour ta réponse. Je parlais de SaaS qui s'adapte. Ah, le SaaS en B2B. En B2B, c'est plus compliqué. Le SaaS en B2B, c'est plus compliqué parce que faire des personas en B2C, il suffit d'aller dans la rue pour rencontrer les gens. Faire des personas en B2B, il faut de l'expérience en fait. C'est plus difficile de faire des personas en B2B quand on n'a pas d'expérience. Quand on est expérimenté, en fait, les personas en B2B, c'est assez facile parce que le seul truc qui intéresse un dirigeant, par exemple, c'est de parler de sa boîte. Ouais. Et donc, les gens, ils parlent. Alors que parfois, quand on rencontre les gens en B2C, ils ne parlent pas. Donc, quand on n'est pas très expérimenté, ça peut paraître plus facile de faire du B2C, mais quand on est expérimenté pour faire les personas en B2B, elles sont plus simples à faire parce que les gens, ils nous parlent. Donc, persona en B2B, ça marche bien. Quand on fait du SaaS en B2B, oui, il faut rentrer en contact avec les entreprises. Donc, très souvent, on dit que c'est par LinkedIn qu'il faut passer. Moi, je ne suis pas aussi certain que ça. Il y a 4 ou 5 ans, c'était le cas. Jusqu'à il y a 3 ans, c'était le cas. Mais LinkedIn a beaucoup changé ces dernières années. LinkedIn s'est beaucoup transformé, surtout en termes de reach, par exemple, en termes de relation à l'autre. LinkedIn a beaucoup changé. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de générer des leads sur LinkedIn. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut des leads. Et générer des leads, c'est pas facile. Et donc, pour générer des leads, il faut trouver un moyen de toucher les gens qui appartiennent à notre niche. Ça veut donc dire qu'il faut commencer par la niche. En fait, on peut prendre le problème dans le sens qu'on veut. Il faut toujours commencer par la niche et le problème des gens dans la niche. C'est quoi ton SaaS? Il résout quel problème? Quel problème il résout? Et c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est-à-dire que tu ne dois pas délivrer une solution technologique parce qu'elle est technologique. Tu dois délivrer une solution technologique parce qu'elle s'adresse à des usages que personne d'autre adresse, ou alors elle adresse des usages que tu es le meilleur à adresser. C'est ça qu'il faut garder en tête. Bragui, le service public est mort depuis longtemps, tout est automatisé. Ouais, une grande partie des choses sont automatisées, c'est vrai. C'est vrai que dans le service public, il y a des choses qui sont difficiles. Alors ensuite, il y a des ministères où il n'y a pas d'automatisation. Il y a des ministères qui ont mis plus de temps à se moderniser. L'éducation nationale, on parle pour la France. Hein. L'éducation nationale, par exemple, le ministère de la Justice, sont des ministères qui ne sont pas du tout modernes, en fait, dans leur processus. Mais il y a des ministères où il y a de l'automatisation. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le ministère des Finances publiques, par exemple, est extrêmement automatisé. Ouais, c'est vrai. Je voudrais savoir lequel des serveurs de Windows est le plus stable pour être... Ah, je ne comprends pas ta question. Lequel des serveurs Windows est le plus stable pour être installé? Excuse-moi, je suis désolé. Des serveurs, des services? Je ne comprends pas ta question, excuse-moi. Si tu peux la reposer et je te répondrai. Jonathan, le cas de quoi? Eh ben, je ne sais pas. Repose ta question et je te répondrai. Salut JP, question de Réveille-toi Frangin. Salut JP, pourquoi les entreprises priorisent les candidats qui ont fait des business schools? Ah ouais. Alors, on parle des business schools un petit peu. Donc moi, je suis un ancien professeur à EM Lyon. Donc moi, je suis un ancien d'EM Lyon. J'ai fini ma thèse à Berkeley. Donc moi, les grandes écoles, ça a été une partie très très importante de ma vie, hein, plus de 25 ans de ma vie. Donc moi, je connais très bien les grandes écoles et
Et à la question pourquoi est-ce que les entreprises priorisent les étudiants de business school, en fait, la réponse, elle est assez simple. Euh, Pourquoi est-ce que... Ça sert à quoi un diplôme? C'est la première vraie question. Quand tu arrives dans une entreprise, tu arrives avec un diplôme. À quoi ça sert un diplôme? Bah, un diplôme, en fonction de ton école, ça certifie certaines compétences. Tu as plus de chances d'avoir certaines compétences avec ton diplôme que pas. Mais en fait, dans la réalité, ça va plus loin que ça. Ça montre, un diplôme, que tu as été capable de te pointer au même endroit pendant des années, de suivre des cours, même des trucs qui ne te plaisaient pas, d'avoir des notes acceptables, de rendre des devoirs au moment où ça t'était demandé, et d'avoir une certaine discipline pendant une durée. Et ça, déjà, c'est une première différence avec n'importe qui. Le deuxième truc, pour les grandes écoles, alors ça dépend des grandes écoles post-prépa ou pas post-prépa, mais les grandes écoles post-prépa, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu rentres dans une école comme EM Lyon, HEC, l'ESSEC, ces écoles-là, tu as fait une prépa avant, quand tu rentres dans le programme grande école. Comme tu as fait une prépa avant, ça démontre à un employeur que tu as une capacité de travail qui est plutôt plus élevée que les autres. Je vais prendre un exemple très simple. Nous, à EM Lyon, quand j'étais professeur à EM Lyon, les statistiques de sortie de diplômés, 35% partaient dans le conseil. Et une proportion de ces étudiants venaient de prépa et s'étaient formés à EM Lyon pour aller faire du conseil, et d'autres étaient ce qu'on appelle AST, admis sur titre. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà fait d'autres études avant et ils passaient le concours d'EM Lyon pour rentrer en deuxième ou en troisième année. Et ben, il y avait plein de boîtes de conseil qui ne prenaient jamais les AST. Ils prenaient uniquement des postes prépa. Pourquoi? Parce que post-prépa, c'est une preuve de capacité de travail et dans le conseil, on ne te demande pas d'être brillant, on ne te demande pas d'être extrêmement intelligent, on te demande d'être soumis et de travailler comme un taré, 90 heures par semaine. Et donc, c'était un critère. Donc oui, ça, c'est un des critères, mais ça dépend du secteur. Ensuite, les business schools, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as passé un concours, tu l'as réussi, tu as été dans une institution, tu as une certaine culture. Les écoles ont des cultures qui sont différentes. Tu as une certaine culture sociale d'école. Et très souvent, les gens qui dirigent des entreprises ou les DRH, ils ont tendance à recruter dans leurs écoles. Moi, j'ai plein de cas de DRH ou de dirigeants qui ont fait HEC ou l'ESSEC. Ils recrutent en priorité des gens qui ont fait HEC ou l'ESSEC. Et c'est très fort dans les écoles d'ingénieurs, par exemple. Un gars qui a fait les arts métiers, donc ce qu'on appelle les gars des arts, ils vont avoir tendance à recruter pendant des années. Renault, l'équipe dirigeante de Renault était des anciens mines, des X-mines, et ils avaient tendance à recruter des gens qui avaient fait l'école des mines. Ouais, c'est comme ça. Donc oui, il y a une dimension culturelle très forte. On fera des émissions spécifiques sur les business schools si vous voulez, sur comment réussir le concours, sur comment choisir une prépa, tous ces trucs-là, si ça vous intéresse. C'est un sujet que je connais très bien. Moi, j'ai fait du recrutement pendant des années, j'ai fait des présentations en prépa. Enfin, c'est un sujet que je connais très bien. Que penses-tu de la débauche de certains talents d'OpenAI? Ah bah ouais. Alors ça, je ne suis pas surpris que vous posiez la question parce qu'il y a certains des meilleurs d'OpenAI qui ont reçu des offres de Zuckerberg de plusieurs dizaines de millions de dollars. Certains, c'est monté à 100 millions. Ce que Sam Altman a dit dans les journaux il y a 2 jours, je crois, ou hier, j'ai vu une interview de lui où il expliquait qu'en fait, les meilleurs avaient refusé. En fait, il faut savoir un truc, c'est que Zuckerberg ne s'embarrasse d'aucune éthique. Aucune. Zuckerberg, c'est un prédateur. Enfin, gardez vraiment ça en tête parce que quand vous l'aurez compris, ça va vous aider pour comprendre les décisions de Meta. Zuckerberg, c'est un prédateur. Zuckerberg, il n'en a rien à faire. Il n'a aucune éthique. Zuckerberg, à l'origine, c'est un masculiniste. Ensuite, il a tenu des propos hyper inclusifs. Trump arrive, il repart à ses premiers amours. Enfin, Zuckerberg, il n'a pas de colonne vertébrale. Zuckerberg, il est poussé par un seul truc, la puissance, le pouvoir. Aujourd'hui, c'est le 2e homme le plus riche de la planète. La puissance, le pouvoir, c'est la seule chose qui le motive dans la vie en fait. Zuckerberg, il n'y a pas de règles éthiques. Il n'est pas dans une volonté de changer le monde ou de l'améliorer. Il faut voir un truc, avec une fraction de la fortune de Zuckerberg, aujourd'hui, il n'y aurait plus de faim dans le monde. Enfin, il faut avoir conscience de ça. Elon Musk, avec une fraction de sa fortune, il n'y a plus de gens qui dorment dehors aux États-Unis, par exemple. Il faut comprendre ça. Donc ces gens-là ne sont mus que par l'avidité et le pouvoir.
Et donc Zuckerberg, ben, avidité pouvoir, il y a une boîte qui a formé des experts de l'IA, qui les a bien recrutés, qui les a bien formés, ben, lui, il va les chercher directement. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a une très grosse rotation, hein, chez Meta, hein. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont, les gens restent pas. Mais bon, la direction de l'IA de Meta est assurée par un mec brillantissime, un Français qui s'appelle Yann Lequin, qui est vraiment, lui, c'est parmi les meilleurs de la planète. Et lui, il y est allé. Donc, il y a peut-être aussi des conditions de travail qui sont bonnes, hein. Mais gardez en tête que Zuckerberg, c'est un prédateur, hein. Je vois pas bien ce qu'on peut, au niveau éthique, euh, accorder à Zuckerberg. Voilà. Je suis un peu dur dans ma réponse là, hein. Vous me dites si je suis trop dur. Le problème des mecs font tous du conseil, du management au lieu de faire des projets innovants. Ouais, en école, les gens qui sortent, je pense que Bragui, tu parles de Bragui, je pense que tu parles des jeunes qui sortent de grande école. Pour les 5 premières grosses écoles françaises, c'est-à-dire HEC, ESSEC, EDEC, ESCP et EM Lyon, entre 25 et 35% des diplômés, 40% parfois, partent dans le conseil, ouais, effectivement. Donc oui, c'est un secteur où on crée zéro valeur. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord. C'est un secteur où on crée zéro valeur. Ça serait bien des lives sur les business schools. Ouais, ouais, je peux vous faire des lives sur les business schools. On pourrait en faire un par semaine et on n'aurait pas épuisé le sujet, hein. Ouais, tout à fait, si vous voulez. Avec plaisir. C'est les States. Bah ouais. Alors, salut Mick, le Parisien. Le père Anat. Mick, le Parisien, le père Anat. Le père Anat. On se connaît? Le père Anat? Tu me précises ou tu m'envoies un MP? Live, vidéo live. Non, fais des lives le soir, la journée on travaille, c'est trop compliqué pour rester sur le live. Et je me suis posé la question. Donc pour vous, le vendredi à 13h, c'est pas la bonne heure? Voilà, dites-moi là. Là, vous êtes nombreux, vous êtes présents. Dites-moi, le vendredi à 13h, c'est pas le bon jour? Quel serait le meilleur jour alors? À quel moment ce serait le meilleur jour pour se faire un bon live TikTok avec plein de questions où on pourrait thématiser par exemple? Ce serait quel moment le meilleur jour? Et le jeudi 20h, c'était au moment où je faisais mes lives Twitch. Vendredi? Jeudi ou vendredi 20h? Quoi d'autre? Vous avez d'autres créneaux? Dites-moi. Est-ce qu'il y a d'autres créneaux où ça vous intéresserait, les lives? Et puis dites-moi les sujets aussi, parce que là je vois les sujets grande école, c'est intéressant. Pourquoi dites-vous qu'on ne crée zéro valeur? Je suis diplômé ESSEC à 25 ans d'expérience dans le conseil. Bah ouais. Alors, pourquoi est-ce que je considère que le conseil ne crée pas de valeur? Il y a plusieurs raisons d'avoir recours au conseil. Jacques, tu me dis hein, dans les commentaires, hein. Il y a plusieurs raisons d'avoir recours au conseil. Une des raisons principales pour les grandes entreprises, c'est l'appui aux dirigeants. Je vais prendre un exemple très simple. Je suis dirigeant, j'ai une idée d'un plan stratégique. L'histoire que je vous raconte, c'est une vraie histoire, hein, je l'ai vu plein de fois, mais c'est une vraie histoire. Je suis dirigeant, j'ai une idée de mon plan stratégique. Je ne suis pas sûr de mon board. Je ne suis pas certain que le propriétaire de la boîte va me suivre. Je ne suis pas hyper certain que j'aurai tout le monde dans le board. J'ai des alliés dans le board et puis il y a des gens qui sont neutres et j'ai une ambiguïté. Mais mon plan stratégique, je suis certain que c'est le bon. Comment est-ce que je peux faire pour le faire passer? Je vais appeler McKinsey. Et McKinsey va m'envoyer des juniors et ils vont rester un mois et demi dans la boîte. Et moi, je vais sous-entendre au manager qui dirige les juniors quelle est la stratégie que je veux conduire. Et il va m'envoyer les versions bêta du rapport et je vais lui expliquer de quelle manière je veux des changements. Et puis au fur et à mesure, j'arriverai à un rapport qui dit la même stratégie que moi. Et donc le jour de moi où j'aurai convoqué le board, je pourrais présenter une stratégie qui est étayée par le travail de McKinsey qui a passé 3 mois ici, qui m'a coûté 200 000 balles. Et donc ma stratégie, elle va être validée par le fait que je suis appuyé par un gros cabinet de conseil. Donc le gros cabinet de conseil, il aura créé zéro valeur, il aura juste appuyé le pouvoir du dirigeant qui veut valider une strat. Globalement, j'ai beaucoup de mes étudiants, ils passent leur journée en boîte de... Alors moi, j'ai formé pendant 20 ans vraiment beaucoup d'étudiants. J'ai formé plus de 10 000 personnes. Et tous mes étudiants me le disent, ils passent leur journée à faire des PowerPoint ou à aller chercher dans les bases de données de PowerPoint des présentations qu'ils ont déjà faites pour les recycler pour les nouvelles entreprises.
On ne crée pas de valeur quand on est consultant. On ne crée pas de valeur quand on est consultant. Des jeunes qui sortent d'école et qui sont facturés 1500 balles, 2000 balles à des entreprises pour faire une prestation de conseil. Alors, comment un jeune qui sort d'école, qui a 2 ans d'expérience, est capable de délivrer une prestation de conseil? On n'est pas sérieux. Donc non, le conseil ne crée pas de valeur. Je te confirme, Jacques. Continuons. Encore un qui se prend pour un créateur d'IA. À qui tu parles là, la pub du jour? La pub du jour J. Si c'est à moi que tu parles, on va avoir une conversation. Non, je me prends pas pour un créateur d'IA. Pourquoi dites-vous qu'on crée pas de valeur? J'ai répondu. Dimanche, sinon... Ah, le dimanche, non, je peux pas faire de live le dimanche. Le dimanche, je fais du montage très souvent. 200 millions dans l'IA par ma ministre, ça a de la valeur. Eh ben, ça dépend comment c'est investi en fait. Ça dépend comment c'est investi, mais ce serait bien que ce soit bien investi. Alors, succès. Est-ce que j'ai une chaîne YouTube? Alors, oui, j'ai une chaîne YouTube. On est à presque 10 000 là. Passez à faire un coucou sur ma chaîne YouTube, on est à presque 10 000. Donc, j'ai une chaîne YouTube. Je suis sur LinkedIn. Je suis sur les 8 réseaux majeurs en fait. Je suis sur LinkedIn, Insta, YouTube, TikTok bien sûr, Threads, Blue Sky, Twitter et Pinterest. Donc vous pouvez me rejoindre là où vous vous sentez bien en fait. Vous venez là où vous vous sentez bien. Qu'est-ce que je pense des PGE? Alors, est-ce que on parle, Max, on parle des étudiants ou est-ce qu'on parle des programmes? Parce que ça dépend des écoles et ça dépend. De quoi tu veux parler? Tu veux parler du programme de certaines écoles, donc du programme de certaines écoles ou des étudiants qui font un PGE? Tu me précises et je te réponds. Chef d'entreprise, j'embauche, je crée des solutions. Ah oui, tout à fait. Ouais. Jacques, tu crées, tout à fait, tu crées des emplois. Donc oui, mais si tu délivres du conseil, non. Voilà. Alors peut-être que tu es très bon dans ton domaine, hein, tu es peut-être très bon dans ton domaine, hein, Jacques, hein, mais le fait que tu sois très bon dans ton domaine, ça n'empêche pas que ton secteur, c'est un secteur qui absorbe de la valeur au lieu d'en délivrer. Tu as quoi comme poste? Alors question de l'IAD, tu as quoi comme poste en alternance pour participer à des projets produits et stratégies de croissance? Ah, alors ça c'est une question intéressante. Alors, d'abord, ça dépend du niveau de l'alternance. Si tu es en alternance quand tu es dans un bachelor ou dans un PGE ou dans un master, tu ne feras pas du tout les mêmes choses. Donc, en général, pour participer à la stratégie, c'est plutôt les alternances en master spécialisé. Donc, c'est mieux de faire une alternance en master spécialisé. Ensuite, la plupart du temps, il n'y a pas de poste en stratégie dans les entreprises. C'est-à-dire que tu vas aller faire de la stratégie, mais pas dans un département stratégie. C'est-à-dire qu'il n'y a que dans les grandes entreprises où il y a un département veille stratégique. Dans les plus petites, très souvent, la stratégie est centrée dans les équipes marketing. Très souvent, le point d'entrée de la stratégie, c'est le marketing. Donc oui, moi, ce que je te recommande, si tu veux faire de la stratégie, c'est de passer par le marketing, de lire des bouquins de stratégie et de passer par une alternance dans un service marketing. Alors, dans un service marketing, les trucs qui sont intéressants, c'est travailler sur le CRM. Ça, c'est super passionnant. Travailler sur la stratégie commerciale et travailler sur la production de contenu. Ça, c'est des choses qui ont vraiment de l'effet et qui sont très, très liées à la stratégie. On fera un live là-dessus si vous voulez. Ah, vous n'avez pas vu? Alors, attendez, je vais vous donner mes liens. Alors, sur LinkedIn, tac. Voilà mon profil LinkedIn. Ah, zut. Attendez une seconde. Hop là. Ah, bougez pas. Hop là. Tac. 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 Et je crois que je peux pas le prendre. Tac. Hop là. Je vous demande une seconde. J'essaye de coller un lien. Voilà. Tac. Ça, c'est mon lien LinkedIn. Bon, alors mon lien LinkedIn, bah écoutez, ça marche pas là, je veux le mettre, je viens d'être bloqué. Je suis sur mon profil sur LinkedIn, c'est JP TeamSite. Donc c'est très simple, sur tous les réseaux, mon profil c'est JP TeamSite. Voilà, c'est ça mon profil sur tous les réseaux. Est-ce que j'ai rédigé des livres? Oui, j'en ai publié 3. Alors j'en ai un qui est en rupture en ce moment, je vais faire une réédition et je vais le remettre. Mais oui, j'en ai publié 3. Et voilà mon dernier. Je vous le mets dans le chat. Tac. Voilà. Bah zut, je peux pas. Donc sur Amazon. Hein.
C'est marrant, il y a certains trucs que je peux publier. Voilà. Tac. Eh ben non, ça je peux pas. Donc mon dernier bouquin sur Amazon, il s'appelle Déplatformiser. Ah, est-ce que je peux faire un... Ah, tac. Ah, il y a des trucs, j'ai pas encore les réflexes. Hein. Je vous aurais bien fait un partage d'écran, mais... donc mon dernier bouquin, ça... bah, tu vas sur Amazon, tu tapes Teamseat, Jean-Philippe Teamseat, tu me trouves. Question de... Vous êtes merveilleux. Merci, Jacques. Et, je sais que c'est ironique, hein, mais je le prends au premier degré. Est-ce que le marketing a de l'avenir en Afrique? La réponse est oui. Est-ce que le marketing a de l'avenir en Afrique? Oui, sans aucune ambiguïté. C'est clair, le marketing a un avenir fou en Afrique. Pour une raison très simple. En Afrique, il y a une classe moyenne qui est en train d'émerger. Il y a un déficit d'écoles. Il n'y a pas assez d'écoles. Mais il y a une classe moyenne qui est en train d'émerger avec des gens qui veulent se former, qui ont faim, qui veulent apprendre, qui veulent tabasser. Donc oui, le marketing a un avenir fou. Formez-vous au marketing, formez-vous aux stratégies. Il y a vraiment du futur en Afrique. Hein. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, moi j'ai fait des vidéos sur l'Afrique ou sur les services qui sont diffusés en Afrique. J'y crois énormément. Agile Guru, on se connaît? Intéressant de te voir ici, Mister. Bah, a priori, on se connaît. À quoi sert d'être sur TikTok pour toi? C'est pas ta cible. Eh ben, en fait, pourquoi je suis sur TikTok? Le plaisir que j'ai d'être sur TikTok, il est lié à la spontanéité. D'abord, les lives TikTok sont hyper bien faits. Sur la plupart des autres réseaux, LinkedIn par exemple, qu'est-ce qu'on s'emmerde en fait? Sur TikTok, on s'amuse. Et puis en plus, sur TikTok, il y a des commentaires. C'est-à-dire que quand moi je publie sur TikTok, allez voir mes vidéos, il y a plein de commentaires. J'ai des conversations super intéressantes. On a eu une super conversation sur Techno, qui est une gamme de téléphones, enfin une marque de téléphone chinoise qui commercialise beaucoup de téléphones en Afrique, et j'ai eu une super conversation là-dessus. Moi, j'ai des conversations super intéressantes sur TikTok. Soyons très clairs, hein. Il y a plein de réseaux où j'ai pas de conversations intéressantes. Hein. Sur Blue Sky, c'est mort. Sur Twitter, on s'emmerde. Moi, je lis des trucs intéressants, mais il y a très peu de conversations. LinkedIn, moi, je m'ennuie sur LinkedIn. Sur TikTok, je m'amuse. Sur YouTube aussi, je m'amuse. C'est les deux réseaux sur lesquels je passe les meilleurs moments. Voilà. Est-ce que le marketing digital a l'avenir? J'ai déjà répondu. Est-ce que penser qu'il y a un an, mais tout le monde... Alors attends. Ah oui, réponse de Bragui sur Agile. Ouais, c'est ce que je pensais il y a un an, mais tout le monde est sur TikTok. Si tu savais, c'est exact, je suis tout à fait d'accord. Si tu savais, Agile Guru, le nombre de dirigeants que je connais qui sont sur TikTok, mes MP, ils tournent à fond sur TikTok. Je communique avec énormément de gens en message personnel, message privé sur TikTok. La messagerie directe, elle marche hyper bien. Tu savais le nombre de dirigeants que je vois? Moi, j'ai énormément de gens qui me contactent pour du coaching via TikTok. Beaucoup plus que par LinkedIn. Hein. Donc, ma réponse à Jacques, oui, j'ai rédigé des livres. Je t'encourage à aller voir sur Déplatformiser sur Amazon. Hein. Je t'avais déjà répondu, en fait, Jacques. Est-ce que le dropshipping est mort? Moi, je ne suis pas un grand fan du dropshipping. Le dropshipping, c'est on vend quand même de la qualité de merde en faisant croire que c'est de la bonne qualité. Je suis pas un grand fan. Ce que je pense que le plus important, c'est quand on vend des produits ou des services, il faut qu'il y ait une qualité perçue de la part de l'audience qui soit très importante. Et le dropshipping ne permet pas ça. Donc moi, je suis pas un grand fan du dropshipping. On en parlera si vous voulez de manière plus détaillée, mais je suis pas du tout un grand fan. Question de l'IAD. Bon, moi, on m'a proposé une alternance de cold calling 80% pour mon master. Est-ce que je dois prendre? Ça dépend. Il me faut plus de détails. Est-ce que c'est dans une grande entreprise, une petite? Est-ce que tu vas faire que du cold calling? Il faut savoir un truc, c'est que l'école du cold call, c'est une école... Enfin, si tu fais ça pendant un mois et que tu veux te former à la science commerciale, tu vas apprendre énormément. Si il faut faire ça pendant 6 mois, c'est pas intéressant. Refuse. C'est pas comme ça que tu vas vraiment te former au marketing. Par contre, si tu fais ça pendant un mois, tu vas apprendre énormément, énormément. Tu souhaites travailler sur des projets stratégiques ou être chief of staff? Alors non. Non, dans ce cas-là, parce qu'en fait, le cold call, c'est vraiment très, très commercial. Ça ne correspondra pas à... Tu vas pas faire de stratégie. Hein. Non, le mieux dans ce cas-là, c'est de faire un stage dans un département marketing où tu vas faire de la production de contenu. Création de contenu, création de voice, engagement de l'audience. Ça, c'est vraiment de la strat. Enfin, c'est de la tactique, mais en fait, tu vas en faire beaucoup. Ça, c'est super passionnant. Hein. Et là, tu vas vraiment faire ce que tu veux faire. Beaucoup plus qu'en faisant du cold call. Le cold call, c'est pas génial.
Hein. Il en pense quoi, Jacques? Jacques, t'es d'accord ou pas? Oh, c'est un peu ironique, Jacques, quand même. Allez, rejoins-moi, Jacques, sur LinkedIn et on discutera de notre désaccord sur le conseil. Et soyons très clairs, hein, en plus du conseil, j'en ai fait. J'ai beaucoup de mes amis qui sont dans le conseil. J'ai énormément de mes anciens étudiants qui sont dans le conseil. J'ai toujours eu, mon opinion, mon opinion sur le conseil est assez connue en fait. Hein. Et je donne souvent des conférences, donc c'est des questions qui me sont posées. Moi, je pense que on génère plus de valeur autrement qu'avec le conseil. Et il y a plein d'autres moyens, hein, en formant les équipes d'une autre manière. Enfin, il y a plein d'autres moyens. Ensuite, il y a certains points très précis. Par exemple, on a installé un ERP. On installe un ERP, on peut faire venir un consultant quelques jours pour former les équipes. Ça peut avoir du sens, mais c'est vraiment ponctuel. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois qu'il y a du monde encore qui arrive, mais il n'y a plus de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Putain, 6800 likes, chers amis, merci infiniment. Hein. Alors, je vais répondre à quelques questions. Alors, tout d'abord, sur LinkedIn, vous pouvez me trouver ici. Je vais vous mettre mes liens. Je vais vous mettre des liens. Ça va être beaucoup plus simple, je pense. Tac. Vous pouvez me trouver ici sur LinkedIn. Eh non, ça marche pas. Eh non, c'est bloqué. Les liens externes sont bloqués. Voilà. Là, vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Sur YouTube, vous pourrez me trouver ici. Non, mais vous savez très bien pourquoi je suis là. Hop là, sur YouTube, vous me trouverez ici. En espérant que ça marche. Et ça ne marche pas. Lien externe bloqué. TikTok est impitoyable hein, sur les liens externes. Impitoyable. Tenez, on va essayer avec ça. Ouais, ça marche. Donc là, c'est les deux chaînes principales. Donc sur LinkedIn et sur YouTube. Hein. Alors, je continue à répondre aux questions. Question de l'IAD qui continue avec en fait son stage. Hein. Surtout que le gars est seul, il recrute que des stagiaires ou alternants pour faire du cold call. Non, non, bah non, dans ce cas-là, non, non. L'IAD fait pas ça, va pas là-bas. Alors, si tu veux découvrir les méthodes commerciales, tu peux aller dans une boîte qui s'appelle Lemlist, où là, il y a plein de choses. Hein. C'est la boîte de Moubège dont je parlais tout à l'heure. Une boîte, une start-up où on vend vendre des avis Google à des commerçants, c'est une agence en fait, c'est pas une start-up. Donc non, bah non, tu vas faire que du cold call, c'est pas passionnant en fait. En fait, le truc c'est que tu auras fait le tour au bout d'un mois. Et non, ce que tu peux faire, c'est si tu veux faire vraiment du marketing, tu peux aller dans une agence et dans certaines agences, tu feras de la production de contenu. Là, ça peut avoir du sens. Hein. Chers amis, j'ai l'impression d'avoir répondu à toutes les questions. On avait dit qu'on ferait un live d'environ 1 heure. Ça a été un grand plaisir de vous retrouver. J'ai enregistré. Je mettrai ce live en ligne tout à l'heure là sur TikTok. J'ai eu un grand plaisir à être avec vous aujourd'hui. Hein. Il y a eu plein de super questions. Ça m'a fait plaisir. On se retrouve vendredi prochain à la même heure pour un live encore avec des questions. Donc vendredi à 13 h. Et à partir de septembre, on va voir si on se met à une autre heure. Je vais lancer une grosse commu Discord, donc on verra comment on fera. On est en train de construire les serveurs là. Donc on verra comment on fera à ce moment-là. Je vous en reparlerai début septembre. Pour l'instant, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve vendredi prochain à 13 h. Je vous embrasse tous. Passez une excellente journée. Bye bye.